Donc, bonjour, je me présente. Donc, je suis Christelle Valenza, cofondatrice d'Améade. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un live sur structurer ses collections, les clés de la réussite. Et pour m'accompagner donc sur ce live, j'ai donc mon associée Christine Dubuisson qui va se présenter juste après, qui s'occupera donc de la partie technique aujourd'hui et qui va relever toutes vos questions que vous mettrez donc dans l'espace prévu pour cela. Et puis donc également Caroline de Gors et Anne Rambaud que je vais présenter juste après vous avoir présenté en deux mots la, la plateforme Améade. Donc, Améade, c'est une plateforme d'information, de formation et d'accompagnement à destination des professionnels métiers d'art, des métiers de la création, des métiers du design. Et voilà. Et donc, j'ai cofondé cette plateforme avec Christine Dubuisson. Christine, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc Christine Dubuisson. J'ai monté il y a une trentaine d'années une cellule d'accompagnement et de formation pour les professionnels métiers d'art. Et donc, il y a 3 ans, peut-être maintenant, Christelle, 3 ans, nous avons décidé d'unir nos forces pour construire un nouvel organisme et donc une académie des métiers d'art. Et donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je m'occupe de la partie technique et donc, je vais vous demander de ne pas poser vos questions dans la discussion. La discussion, vous pouvez discuter entre vous, mais pour les questions, d'utiliser le petit logo Q et R pour que nous puissions mieux gérer vos questions. Et si vous souhaitez, s'il y a déjà des questions qui ont été posées et qui vous intéressent et que vous souhaitez les faire remonter, en fait, vous pouvez les cliquer dessus en fait, pour les faire remonter dans le chat. Voilà. Alors, je vais donc vous présenter Caroline et alors je vais arrêter de partager mon écran puisque après je vais donner la main à Caroline. Donc, je vais vous présenter donc Caroline. Alors, Caroline de Gors, elle est diplômée donc des Beaux-Arts d'Avignon. Elle est architecte d'intérieur, également designer d'objets et intervenante dans le Master 2 à l'École du Design de Nantes, qui est une école de design plutôt réputée dans le milieu du design. Voilà, donc Caroline va donc intervenir sur la question de la structuration des collections, notamment aussi parce qu'en fait, elle intervient chez Améade comme formatrice sur ce sujet-là, entre autres, mais ce n'est pas le seul sujet, puisque Caroline intervient aussi dans d'autres formations, et notamment la formation aussi sur la scénographie, puisque évidemment, en étant architecte d'intérieur, c'est quand même un sujet qu'elle maîtrise. Voilà. Et puis pour avoir un témoignage d'entreprise, je vais également donc vous présenter Anne Rambaud. Donc Anne, elle est maroquinière, elle est installée dans le nord des Deux-Sèvres depuis une douzaine d'années et elle a mis en place donc une structuration de ses collections depuis un an. En fait, ça a commencé c'était pour la collection hiver là en fait, voilà, donc l'année dernière en 2020 et donc elle va pouvoir donc apporter son témoignage sur le sujet et vous expliquer voilà qu'est-ce que ça lui a apporté et voilà, donc je lui poserai des questions tout à l'heure. Voilà, donc là je vais laisser Caroline, je te laisse partager ton PowerPoint et prendre la parole et nous présenter ce que tu as à nous dire. Ok. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis ravie d'être là pour pouvoir échanger sur cette manière, on va dire, de penser un petit peu notre créativité. Merci à Méad aussi. J'en profite pour le faire en direct sur le webinaire, voilà, de la confiance pour la transmission, etc. Donc, voilà. L'idée, en fait, sur donc ce thème qui est structurer une collection,
structurer des collections, c'est comment de comprendre que un processus tel est très important à différents niveaux en fait de votre créativité, de votre création. On va avoir avec cette démarche des impacts qui vont être très bénéfiques sur plein de points jusqu'à évidemment l'acte d'achat. Donc moi, là, je souhaitais là vous présenter quelques arguments forts sur cette idée de penser en collection. Donc, structurer des collections, pourquoi? Ah, alors évidemment, on est sur le live. Voilà. Pourquoi cette démarche et comment s'y prendre? Donc, en premier lieu, pourquoi cette démarche? Alors, on va dire qu'un point très, très important de cette démarche, ça va être de rassurer votre client en offrant un univers de produits plutôt qu'une création seule. C'est un petit peu comme un principe, on va dire, de famille harmonieuse, c'est-à-dire que le client sera beaucoup plus à l'aise et confiant dans son acte d'achat si votre création, elle est accompagnée par tout un univers de produits déclinés. Donc ça, c'est un vrai grand point, on va dire, pour mener, d'abord pour créer une rencontre confortable entre votre création et le client potentiel et le rassurer avec voilà, l'univers de produits associés. Donc ça, c'est un vrai grand point important. Ensuite, on va avoir, donc là oui, j'ai illustré un petit peu, on le voit les illustrations, donc on a vraiment l'impact de la création seule qui est déjà conséquente, hein, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans cette idée de dévaloriser la création qui se présenterait seule au client, hein. Ceci dit, quand on l'associe à un univers de produits, ben forcément l'assortiment va jouer un rôle dans la rencontre avec ce produit. On va pouvoir être beaucoup plus libre, voilà, d'imaginer lequel de ces produits peut nous convenir. On va pouvoir aussi se dire, enfin, comme un cheminement finalement, en fait, plutôt que comme on va dire une proposition unique. Donc le deuxième point, tout simplement aussi et plus rationnellement, c'est de toucher une clientèle plus large en offrant tout simplement plus de choix. Donc, il y a l'idée de cette famille harmonieuse qui accompagne votre produit, mais il y a aussi l'idée que, en réfléchissant comme ça, vous créez plusieurs objets. Donc, et dans ce cadre-là, forcément, vous offrez plus de choix. Donc, vous offrez aussi, vous ouvrez, on va dire, votre proposition créative à plus de clients potentiels. C'est très rationnel. Donc ça fait partie aussi des impacts très positifs de cette démarche. Là, sur les visuels, on voit bien que dans les deux petites collections qui sont présentées, que chacun des produits chacun leur spécificité, leur singularité, donc vont forcément plaire à des personnes différentes. Voilà. Et pourtant, on est quand même sur des univers, l'une et l'autre de ces iconographies sont sur des univers très cohérents. Donc ça, c'est le deuxième grand point. Ensuite, pourquoi cette démarche? Ben, voilà, clairement, c'est pour favoriser l'acte d'achat. Parce qu'on va là, plus rationnellement encore, créer des gammes de prix qui vont être différentes. Donc forcément, on va pouvoir toucher à nouveau sur l'idée du portefeuille cette fois-ci, des clients différents. Le produit le plus petit, qui ne sera pas forcément le moins cher d'ailleurs, ça dépend vraiment après de la manière dont vos créations sont faites. Mais en tout cas, on va avoir comme ça une classification des produits en ce qu'on appelle en gamme. Et on va pouvoir proposer donc des gammes à des tarifs différents. Donc là, on voit aussi dans ces iconos un petit peu ce qu'on peut imaginer. Là, ce sont des illustrations sur de la céramique, du bijou, mais évidemment, cette démarche, elle s'élargit voilà, à tous les univers, à plein d'univers différents, plein de créativités différentes. Voilà. Comment s'y prendre? Alors là, il y a véritablement des outils qu'on peut utiliser. Donc,
on structure l'offre pour la rendre visible et claire. Donc ça, c'est vraiment encore une fois, pour le confort visuel du client, mais évidemment son confort psychologique à la découverte de vos produits. On voit bien là sur les 2 iconographies, ce qui se passe. Sur celle de droite, on va avoir des jolies créations, certes, mais présentées ainsi, l'offre n'est pas très lisible et le client, potentiel ne va pas se projeter aussi facilement que sur, l'iconographie, la première, qui est présentée de manière plus structurée. Donc ça, c'est une des manières, voilà, un des outils. Ensuite, on va travailler avec les notions de gamme, donc la largeur de gamme et la profondeur de gamme. Donc la largeur de gamme, ça va être un nombre de produits différents au sein du même thème de collection. Et la profondeur de gamme, ça va être le même produit dans différents matériaux, dans différentes couleurs, des déclinaisons de profondeur. C'est-à-dire qu'on peut avoir, comme sur l'icono de gauche, 3 produits différents qui chacun vont être disponibles dans 4, 5 couleurs différentes. Voilà. Là, on est sur des notions de largeur et de profondeur de gamme. Ensuite, comme outil, enfin non, là, pour rappel quand même, ça c'est vraiment pour, comment dire, pour vous convaincre, on va dire, sur l'idée que penser vos collections est important, c'est que la vie d'un produit, elle est comme sur ce petit graphique, on va l'introduire, le produit, il va croître, il va atteindre une forme de maturité, donc on va créer un plateau, et ensuite, de toute façon, il a une fin de vie. Donc, l'idée de penser en collection, ça va aussi pérenniser en fait votre créativité parce qu'on va pouvoir renouveler, dynamiser notre créativité grâce à cette manière de penser en fait, voilà, les créations. Donc après, il y a encore d'autres outils, il y a on va dire, comment dire, à analyser un petit peu en amont votre processus de créativité actuel et puis essayer de voir comment on peut intégrer cette structure. Mais en tout cas, voilà, les outils sont intéressants pour ça. Et puis en guise de conclusion, voilà, penser une collection est essentielle pour vendre parce qu'elle facilite la rencontre entre vous et votre client. Intégrer ces outils de réflexion simples tout en protégeant votre liberté créative est possible. Ça, c'est très important aussi de le considérer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on amène une structure à la pensée créative qu'elle est limitée. Au contraire même, c'est quelque chose qui peut tout à fait l'enrichir et vous mener encore à plus d'idées, plus de créativité encore. Voilà. Et puis pour finir, c'était cette phrase sur une belle collection est toujours vecteur d'émotion parce que justement, elle propose en fait à votre client potentiel tout un univers, donc forcément, elle porte de l'émotion et de la poésie. Voilà, je vais laisser la parole Voilà, voilà, à ça y est, je Christelle. reviens. Je pensais que vous n'arrivez pas à activer mon micro. Merci Caroline. Oui, du coup, oui, je rebondis sur une des remarques que tu as faites parce que c'est quelque chose que nous entendons assez souvent, que l'idée de travailler en collection, ça risque de brider en fait. Oui. Enfin, les professionnels métiers d'art que l'on rencontre ont souvent un peu peur de ça, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont plutôt à faire de la pièce unique et que du coup, ça ne peut pas marcher, cette histoire de collection, et que c'est réservé en fait pour les grandes marques, voilà, en gros à la distribution classique, et que ça ne s'adresse pas en fait aux métiers d'art et donc aux créateurs qui sont derrière. Est-ce que du coup tu peux, voilà, juste un tout petit peu peut-être encore développer cette idée-là et faire tomber ces freins en fait, et expliquer en quoi ça peut favoriser. Puis après, Anne, de toute façon, va pouvoir témoigner parce que clairement, Anne, voilà, je sais que toi, ça a favorisé ta créativité, mais
du coup, voilà, Caroline, est-ce que tu peux un petit peu Oui, développer ça, s'il te plaît? oui, oui, oui. Alors, bah, déjà, je voudrais commencer sur le ton un peu de l'humour, hein. L'idée, de structurer, c'est pas du tout se faire taper sur les doigts avec une règle, en métal, ou, autre, hein. C'est vraiment, à un moment donné, finalement, créer une ligne plutôt, et ça revient même à l'idée de la collection, une ligne pour pouvoir en fait, s'assurer, d'une forme de cohérence dans la proposition. Mais c'est simplement ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas, imaginer l'idée de structure enfin je veux dire en ne prenant plus du tout en compte, des tas de pistes différentes créatives. On va simplement les ranger. C'est-à-dire on peut très bien continuer à avoir 1000 idées, 1000 et une idées, hem, mais c'est être capable à un moment donné de les trier. À la limite, quelqu'un qui, foisonnera plus qu'un autre en termes de créativité, et bah, va créer plus de collections. C'est tout simplement cette idée. Mais ça ne vient pas du tout, voilà, contrecarrer, toutes les bonnes idées qui pourraient arriver. Non, non, c'est une histoire de clarté, même dans la présentation à nos clients, c'est vraiment plus ici que ça se joue. Ouais. Mmh. Et c'est donc oui, c'est une problématique de trier et d'avoir des produits qui se parlent entre eux, c'est ça? Et c'est pas forcément qu'une histoire de couleur, Non, de du tout. taille? Du tout, non, du tout. Et de fait, en plus, de toute façon, vos produits à tous, ils ont un lien, puisque c'est vous le créateur. Donc, à partir de ce constat-là, on a de toute façon à trouver une cohérence avec ce que vous produisez. Donc, oui, oui, et on peut très bien imaginer, même si vous avez dans vos idées des choses très différentes, que ces choses-là se parlent d'une manière ou d'une autre. De toute façon, de fait, comme vous êtes le seul et unique créateur, il y a un lien entre elles. Donc, mais c'est voilà, reconnaître ça, le ranger, le présenter rangé. C'est un peu ça, en fait. Et Ouais. après, quand on a bien apprivoisé cette idée, ça rentre aussi, en amont du processus créatif. Et ça, peut-être que Anne pourra mieux en parler, Mmh. parce qu'elle qui a expérimenté et qui aujourd'hui est capable, voilà, de reconnaître peut-être que ça a dynamisé sa créativité, dans ce cadre-là, elle pourra vraiment témoigner de ça. C'est-à-dire qu'en amont, on peut, aussi prendre en compte, tous ces outils pour, sa créativité, pour développer sa créativité. D'accord, OK, super. Merci Caroline. Du coup, je vais, effectivement, interviewer Anne. Je vais partager l'écran, à nouveau, alors où est-ce qu'il est passé mon PowerPoint? Voilà, pour, en fait, vous partager, en même temps que je vais interroger Anne, je vais vous montrer, aussi en quoi, voilà, quel travail, Anne a fait, par rapport, à ses collections. Je ferai passer les diapos dans un sens et dans l'autre pour que vous voyez en fait son travail. Anne, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place en fait avec cette collection et voilà comment tu travaillais avant et comment tu travailles maintenant? Parce que voilà, moi, je sais qu'il y a eu un gros changement en fait. Donc, vas-y. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par comment je travaillais avant. En fait, je faisais des petites séries pour les sacs, notamment. Je fais des sacs et des accessoires en cuir. Donc, j'avais le même modèle que je faisais dans des cuirs différents parce que ça me semblait important d'avoir des pièces uniques. Mais du coup, un même modèle pouvait sembler complètement différent en fonction du cuir que j'avais utilisé. Et puis à installer, c'était assez compliqué quand même parce que je faisais pas trop attention aux couleurs. Je faisais attention aux couleurs à la mode, mais il n'y avait pas d'unité malgré tout entre les pièces. Donc là, ce que j'ai mis en place, donc j'ai commencé à faire une première collection là pour novembre-décembre en fait pour cette fin d'année.
Donc, j'ai repris un modèle que j'avais déjà. C'est un peu dans l'idée, dans ce que tu disais tout à l'heure, Caroline, le fait d'organiser. Finalement, depuis 12 ans, j'avais beaucoup de modèles. Et là, du coup, je suis partie pour la collection Georgina qu'on voit là, d'un modèle, et j'ai étoffé la collection. Donc, j'avais un petit sac, j'ai rajouté un moyen et un plus grand. C'était ce modèle-là, hein, Anne, tu es partie du petit, en fait. Hein. C'est ça, je suis Ouais. partie du petit, j'ai fait une taille intermédiaire et puis un plus grand. Et puis trois accessoires en fait pour compléter la collection. Et chose que je ne faisais jamais, j'ai choisi que 5 couleurs en fait. Donc je suis allée chez les fournisseurs et avec dans l'idée de prendre que 5 couleurs. Donc des couleurs qui allaient ensemble aussi pour pouvoir justement pouvoir plus facilement les exposer, que ce soit harmonieux tout de suite. Hein. En pensant aussi que s'il manque une pièce, s'il manque une couleur, il faut que les autres aillent ensemble. Donc voilà. Alors du coup, ma démarche. Avant, Anne, tu étais vraiment sur de la pièce. En fait, c'était en fonction des cuirs que tu trouvais et des couleurs qui t'inspiraient. En fait, c'était. Oui, et donc, c'est ça. Un modèle pouvait être été, hiver. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. J'essayais de faire quand même attention aux couleurs du moment, mais. Oui. Non, mais tu suivais les couleurs qui se faisaient, enfin les couleurs dans la tendance, mais tu pouvais voilà, avoir des couleurs qui après n'allaient pas forcément ensemble, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Et tu avais quasiment que de la pièce unique, quoi, du coup. Que de la pièce unique, ouais. Donc là, c'est vrai que j'ai fait des séries, mais par exemple, on voit dans les cuirs, là, il y a un cuir un petit peu rosé, j'avais qu'une seule peau, donc le grand sac, il n'y en avait qu'un. Donc j'ai pas eu l'impression non plus de faire quelque chose de complètement différent parce que j'avais choisi donc 4 couleurs et il n'y avait pas énormément de pièces dans chaque couleur. D'accord. Voilà, bon, peut-être qu'au fur et à mesure, je ferai des collections plus grandes si j'ai plus de lieux de vente, mais c'est vrai que pour l'instant, je n'étais pas dans beaucoup de pièces identiques. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as mis en place en fait dans cette collection quand tu parles de trois tailles de sacs? Est-ce que du coup tu peux préciser aussi en termes de gamme de prix Oui. ce que ça, en fait, voilà, ce que tu as vu aussi au niveau de la structuration de ta collection, c'était aussi, il y avait une histoire de prix en fait, c'était d'arriver à, voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. J'ai essayé d'en avoir un à moins de 100 €, donc le petit. Après, le moyen, le grand, il est à 222 et le moyen, il est à 124. Et du coup, ça me semblait important en fait d'avoir plusieurs propositions comme ça à des prix différents. D'accord. Est-ce que tu as senti que ça te gênait au niveau créatif, en fait, hein, au niveau de ta liberté créative, du coup, de devoir structurer voilà, ta collection et voilà. Et est-ce que ça t'a bousculé moi, j'étais présente à la formation quand tu l'as abordé, cette question-là, donc je sais qu'au début, ça t'a peut-être un petit peu bousculé, mais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais. Alors, il y a plusieurs questions. Alors oui, ça m'a bousculée, surtout au moment de la formation, pendant la formation, parce que je me disais, je ne savais pas si je serais capable de travailler comme ça. En fait, ça faisait 11 ans que je travaillais d'une façon et il fallait tout changer, quoi. Et puis, il y a quelque chose dont je ne me sentais pas trop capable, c'était de bien cibler la clientèle, de bien savoir à qui allaient s'adresser mes produits. Et ça, j'avoue que je suis encore, il faut que je m'améliore, il faut encore que j'affine la démarche en fait, par rapport à ça. Donc oui, ça m'a bousculée. Et en même temps, je suis vraiment très contente de travailler comme ça maintenant parce que je trouve que c'est beaucoup plus carré déjà. C'est plus professionnel, je fais les choses de façon raisonnée, alors qu'avant, ce n'était pas forcément raisonné. Là, je me dis, je vais faire. Alors, je ne suis pas un bon exemple, hein, parce que j'aurais dû travailler comme ça depuis longtemps, mais là, maintenant, je me dis, je vais faire tant de pièces de ce modèle, tant de pièces de celui-ci. Et du coup, j'achète les cuirs en fonction de ces prévisions-là. Donc, j'achète
les cuire aussi de façon plus raisonnée, quoi. Oui, plus rationnel. Ouais. Du coup, ça limite aussi ton investissement en cuir. C'est-à-dire que tu te retrouves moins avec des cuirs. Parce que des fois, j'imagine que tu as déjà acheté des cuirs, puis finalement, tu n'as pas fait grand-chose dedans. Ouais, exactement. Ça arrive aussi, ça. Ça arrive aussi. Oui. Alors, pas maintenant, parce que c'est vrai que je me limite. J'achète des cuirs pour la collection. Et non, c'est ce que je veux dire. Et au niveau de l'aspect créatif, est-ce que du coup, parce que donc, je sais que depuis, tu es déjà en train de travailler sur la suivante. Donc, au niveau de cet aspect créatif, qu'est-ce que… Ça m'a pas, en fait, au contraire, parce que je trouve que avant, je travaillais aussi pas mal à la commande et mes sacs étaient issus des commandes finalement. Les gens voulaient celui-ci un peu plus grand avec des poches et je me dis bah oui, pourquoi pas, c'est intéressant, donc je vais en faire une série et c'est comme ça que je travaillais. Et du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour créer, je faisais des protos, mais bon, c'était très peu quoi. Et là, du coup, la démarche est vraiment différente. Je fais des prototypes pour chaque modèle. Même si j'essaye de partir de choses que j'avais déjà pour pas trop m'éparpiller, puis aussi pour rationaliser, réutiliser ce temps passé. Ah, bien sûr. Voilà, je me dis que je peux regrouper des choses. Et au niveau de la créativité, justement, comme je travaillais comme ça, je m'étais un peu endormie et sans me rendre compte. Parce que finalement, c'était tes clients c'était eux quasiment qui dessinaient tes produits au fur et à mesure, en fait. Ouais, c'est ça. Quand tu disais, ils rajoutaient 2 poches ou voilà, et c'était… D'accord. Et là, c'est vrai que je me réapproprie ça et j'ai plus d'idées. Alors après, j'ai pas de grandes idées sur les prochaines collections, mais par contre, j'ai plus d'idées pour améliorer chaque collection. Là, celle que je suis en train de faire, je me dis, là, je la fais comme ça, mais l'année prochaine, peut-être que je pourrais rajouter ça, ou la piqûre, je la ferai différemment, je pourrais rajouter un élément. Et je trouve que je suis… ouais, non, ça a reboosté ma créativité que j'avais perdue, sans me rendre compte. Ouais. Oui, tu étais prise, en fait, tu étais prise par les commandes et du coup, tu avais la tête dans le guidon, tu t'en rendais plus forcément compte, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je peux prendre la parole? Oui, vas-y, je t'en prie, Caroline. Je trouve ça vraiment très, très intéressant, ce dernier bout de témoignage, Anne, parce que, en fait, ça veut dire que l'idée de structurer t'a permis justement quasiment de réintégrer tes propres créations au lieu de te laisser guider parce que tes clients, c'est super, hein, cette ouverture, ceci dit, c'est tout à ton honneur de valoriser l'idée d'un client, etc. Il ne faut pas le perdre du tout, c'est pas ça. Mais là, j'entends vraiment que cette démarche t'a permis de remettre en valeur ta singularité dans tes propositions personnelles. Et ça, c'est très, très important. Voilà, je voulais simplement remettre l'accent là-dessus parce que ça me paraît vraiment être plus que très bon, un plus que très bon témoignage de ce que cette démarche peut apporter. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'en fait, du coup, ça laisse un temps pour la créativité. Pour moi, la création des prototypes, faire des recherches, et puis après, un temps pour la production. Et c'est aussi intéressant de produire en série, en fait. Enfin, moi, j'y prends plaisir à chercher le geste qui va me faire gagner du temps et à affiner mon geste parce que je le fais justement en série. Exactement. Et je trouve que du coup, les choses s'équilibrent. Il y a la créativité au moment de la création de la collection, et puis après, il y a le travail en série parce qu'on est obligé de faire comme ça pour avoir des prix aussi qui soient abordables. Donc, ouais, voilà, il y a les deux, quoi. Créativité et qualité, donc super. Oui, donc du coup, en fait, tu réponds à la question. Tu as répondu avant à que je pose la question, c'était les avantages que tu voyais effectivement à cette méthode. Donc, c'est de dissocier ce temps de création et ce temps de production. Pour toi, ça, c'est le premier avantage que tu y vois. Donc, redynamiser ta créativité, dissocier le temps de création et de production. Le premier avantage, ce serait structurer, en fait, je trouve aussi. Et puis faire les choses en conscience. Je ne sais pas comment dire ça, mais sans partir dans tous les sens, quoi.
Donc ça, je trouve que c'est intéressant de travailler comme ça. Après, le très gros avantage aussi, c'est que ça présente bien. C'est conçu justement pour que ce soit joli ensemble. Donc, dans une boutique, c'est beaucoup plus facile à installer. Et, voilà. J'ai demandé à une personne qui gère une boutique là ce qu'elle en pensait. Elle me disait ça aussi. Pour elle, c'est plus simple en fait, parce que déjà les produits vont ensemble. Bah oui, au niveau de la présentation. Et alors, au niveau retour client, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce qui s'est passé sur les ventes? Est-ce que du coup ça s'est bien passé? Donc finalement, tu as quasiment proposé que ça à la vente cette année dans les boutiques, ou tu avais quand même tes autres sacs, ils étaient aussi présents? Alors j'avais les deux. Dans une boutique, j'avais que ça au niveau des produits femmes. Et puis après, j'avais des produits hommes, des ceintures, des bracelets. Mais pour femmes, j'avais que ça. Dans une boutique dans laquelle, l'année dernière, j'avais que des accessoires. Donc, c'était un peu un pari aussi de mettre des pièces plus chères quand même. Et finalement, dans cette boutique-là, j'ai aussi vendu des grosses pièces. Parce qu'en fait, le plus que j'ai vendu dans cette collection, c'est les gros sacs. Voilà, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, je suis contente de ça. Mais c'est vrai que les accessoires, proportionnellement, j'en ai pas vendu beaucoup. Et après, dans une autre boutique, j'avais les deux. J'avais cette nouvelle collection et puis les autres pièces que j'avais laissées. Mais à terme, j'ai envie de laisser que des collections, différentes collections, mais que des. D'accord, depuis vendre de sacs isolés, quoi, en fait. Ouais. D'accord. Caroline, est-ce que tu peux réagir juste sur ce qu'elle a dit à propos de finalement, j'ai vendu surtout les grosses pièces? Eh ben oui, je peux réagir et je peux très bien réagir extrêmement positivement à cette idée parce qu'en fait, voilà, il y a évidemment dans une collection, il y a un produit d'appel qui normalement ne fait pas partie du haut de la gamme. Et bien là, Anne a tellement bien, je pense, réfléchi sa collection, bien présentée, bien structurée, qu'elle a eu un impact sur un des produits les plus chers. Et là, pour moi, c'est la quadruple victoire, quoi. C'est-à-dire que là, non seulement elle a bien travaillé à rassurer son client en déployant toute la collection, mais elle l'a tellement rassuré que le client est allé acheter directement une des pièces les plus chères. Voilà. Donc ça, c'est bravo, tout gagné, tout bien, Anne. Parce que le but, en fait, de cette gamme, Caroline, c'est de décliner une collection, c'est aussi d'orienter, en fait, les ventes vers un Oui. produit. En fait, c'est ça, c'est de favoriser les ventes d'un produit plutôt qu'un autre. Alors, voilà, en fait, après, elle vit comme là, Anne a été surprise. C'est toujours de toute façon une expérimentation, de la présenter, et puis l'impact, on va dire, sur tel ou tel produit de la gamme sera aussi lié à l'endroit où il est vendu, ce qu'il y a autour, etc. Donc, mais oui, quand on pense une collection, il y a toujours un produit sur lequel on parie plus que sur les autres. Donc, on va le travailler d'une certaine manière pour ça. Donc ça, c'est vrai. Après, là, dans l'exemple de Anne, ce qui est vraiment très, très bien, évidemment, c'est que c'est le plus cher, le plus grand, le plus haut de la gamme. Mais il est vrai que le plus souvent, quand même, dans la présentation d'une collection, c'est le produit qui est au centre de la collection qui se vend le plus. Là, c'est quand même une exception. Une exception. Ça, une belle exception. Ouais, une très belle exception. Donc ça, c'est chouette pour toi, Anne. Moi, je suis ravie que ça se soit voilà, présenté comme ça pour toi. Mais oui, Christelle, tu as raison. La collection, elle est plutôt axée sur le produit central, celui en fait qui sera assez bien conçu, fini, etc. Qui aura, voilà, on va dire dans la part moyenne une réflexion aboutie, mais qui ne sera pas forcément le plus cher de la collection. Mmh. Ouais. D'accord.
Et au niveau du coup de tes ventes, Anne, donc tes ventes ont augmenté, enfin, ou tes ventes de grosses pièces, enfin voilà, du coup sur par rapport à ce que tu vends d'habitude, donc, notamment dans cette boutique, le panier moyen, parce que bon, je sais que tu m'en as parlé, donc je sais que c'est pas des grosses pièces qui sont vendues en général dans la boutique où tu as vendu tes sacs. Oui, oui, ouais, c'est pas forcément une grande pièce, ouais. D'habitude, tu Oui, remettais avant, ou il y a des grosses pièces dans cette boutique, donc c'est une boutique de dépôt, hein, c'est une boutique de créateurs. oui, c'est une boutique de créateurs. Il y a des grosses pièces, mais après, c'est pas ce qui se vend majoritairement. D'accord. En fait, j'étais surprise aussi. Oui. Et dans l'autre boutique, donc c'est pareil, c'est les grosses pièces aussi qui sont plutôt parties. Oui, Donc oui. partout, c'est les grosses pièces en fait. D'accord. T'as vraiment bien bossé, quoi. Bon, super. Merci beaucoup. On va peut-être passer aux questions, Christine. Du coup, je vais peut-être te laisser, parce que je vois qu'il commence à y en avoir quelques-unes là, mais elles sont longues. Alors, je te laisse les poser, parce que moi, j'ai pas du tout eu le temps de les lire. Voilà. Alors, une question de Lucie. Combien de pièces pour une collection idéalement et combien de collections à proposer à la fois? Pour le bijou, par exemple, hein, et y a-t-il un idéal? Eh bien, alors là, un idéal, il n'y en a pas. Il y a votre idéal à vous, et puis après l'idéal du client à trouver. Combien de pièces pour une collection? Alors, la base de travail, c'est 5 pièces. Voilà. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'idéal, comme il n'y a pas de règle en métal de tout à l'heure. Ensuite, combien de collections à proposer à la fois? Ça, c'est un peu infini. C'est-à-dire que si chaque collection est pensée, finie, bien présentée, vous pouvez très bien vous permettre, et surtout dans le bijou, d'avoir une multitude de collections. Donc, voilà. Alors, question de Anne. Décidément, on est sur le bijou. Je crée des bijoux et des objets de décoration qui dialoguent entre eux, style, couleur. Et je suis donc en pleine réflexion pour mettre en avant ce dialogue. Pensez-vous qu'il est possible de mixer dans une même collection, donc un thème, par exemple le végétal, des bijoux et des objets déco? Absolument. C'est absolument possible et même très intéressant, enrichissant, encore une fois. Là, on fait un lien à nouveau avec voilà, cette idée de pensée. J'aime beaucoup le terme employé de dialogue, que je trouve très pertinent et assez poétique. C'est vraiment l'idée, en fait, aussi, quand on pense en collection, de faire dialoguer, en fait, les créations les unes avec les autres. Donc, non, c'est très pertinent. J'encourage Anne. Voilà. Une question de Vicky. Est-ce qu'une collection doit être éphémère ou peut-elle durer dans le temps? Alors, elle peut absolument durer dans le temps, même si je vous ai montré un méchant graphique tout à l'heure, avec une idée quand même de non-pérennité, ou en tout cas de fin de vie. Dans l'idée même de la collection, comme elle est présentée, structurée et pensée, elle peut en fait perdurer, c'est-à-dire qu'on peut très bien lui ajouter un petit quelque chose, comme disait Anne aussi tout à l'heure, c'est-à-dire on peut réutiliser, et puis en plus là c'est très tendance de réutiliser, donc on peut aussi le faire sur la base d'une collection bien faite pour qu'elle puisse avoir à nouveau on va dire un retour à sa phase de croissance et maturité. On peut ajouter quelque chose, la faire légèrement évoluer pour qu'elle puisse être plus pérenne. Après, il faudra quand même la faire un tout petit peu évoluer. Parce que, Voilà, donc je pense que ça rebondit avec la question d'Isabelle. Faut-il renouveler la collection tous les ans ou l'élargir peut suffire? Donc, je pense que... Ben oui, ça revient. Ouais. Alors, question de Janaïna. Est-ce que le travail par collection peut aussi permettre de prolonger la vie d'un produit par le biais de la déclinaison, pardon? Oui. Comment? Oui. Ben, c'est un peu, ça revient un tout petit peu Oui. aux questions d'avant aussi, sur cette idée de pérennité, mais oui, de toute façon, oui. Et les déclinaisons dont Jaïna
parle, on pourrait parler de profondeur de gamme aussi dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien présenter une collection sur une saison, voilà, et la représenter l'année suivante sur d'autres coloris, d'autres matériaux. Et dans ces cas-là, on lui offre une forme de pérennité. Mm. Alors, question de Cécile, est-il possible d'avoir 2 collections de produits vraiment différentes lancées en même temps ou vaut-il mieux lancer la première, faire une pause et lancer la deuxième plus tard? Pour moi, on peut absolument les présenter en même temps. Parce qu'en fait, on les présente l'une et l'autre. Donc, de toute façon, même si la présentation de ces collections est simultanée, elles portent chacune leur singularité finie. Donc, elles seront lisibles pour le client. Pour moi, et ça, c'est peut-être comment ça va faire plaisir à ceux qui ont beaucoup d'idées et qui pourront présenter sur la même période 5 collections très différentes. Voilà. D'accord. Alors, une question de Myriam. Le fait de se renouveler impose de savoir abandonner, par exemple arrêter un coloris pour un nouveau. Mais comment réussir à abandonner les gammes précédentes, rassurantes et à succès, pour aller vers les nouvelles avec prise de risque, puisque zéro recul? Pour ma part, je me retrouve à accumuler les gammes, mais cela brouille la cohérence de l'univers. Mhm. Ça, c'est très intéressant et ça demanderait à questionner encore davantage la personne qui a posé la question. Euh, En fait, oui, de toute façon, dans l'idée de structurer son processus créatif, on va avoir à gérer l'idée du renoncement, c'est-à-dire choisir, c'est renoncer. Mais je voudrais rappeler à tout le monde que ne pas choisir, c'est renoncer aussi. Donc là, on est vraiment dans un équilibre un petit peu, pas forcément très confortable, mais sur lequel il faut, je crois, oui, savoir renoncer, quoi qu'il en soit. Donc, on peut dire peut-être à cette personne que finalement, la prise de risque qu'elle prendrait pourrait être tout à fait maîtrisée, puisque elle pourrait faire disparaître, expérimenter, faire disparaître les collections sur lesquelles elle avait confiance quelque temps, le temps de donner de la place, de la lisibilité aux autres pour voir et revenir, s'il le fallait, sur la collection précédente, si toutefois voilà, l'expérimentation était un peu décevante. Donc, Alors, une question peut-être pour Anne. Combien de temps passez-vous à ce temps de réflexion et à quelle fréquence? oui. Euh, c'est difficile à dire en fait ça. Euh, Après, là, moi, je pars aussi de base que j'avais déjà. Donc, je construis pas tout entièrement. Donc, je gagne un peu de temps aussi en faisant ça. Pour l'année dernière, j'ai mis au moins un mois, je pense. Hein. Au Ouais. moins un mois. Quand Ouais. tu peux peut-être expliquer, Anne, quand tu dis que tu pars de quelque chose qui existait déjà, parce que là, pour la deuxième collection, voilà, tu refais, tu es parti de la même chose. Ce que tu avais vu, notamment lors de la formation, c'était d'identifier en fait un produit et de savoir à quel endroit il pourrait être en fait dans la gamme. Enfin, voilà, est-ce que avec le petit prix, le prix moyen et le grand prix. Et donc, quand tu dis tu pars de quelque chose, c'est ça en fait. Hein, c'est ça. Mais tu pars que d'une pièce en fait. Tu pars pas de plein de pièces. Oui, une pièce. Bon, là, en l'occurrence, pour la nouvelle collection, j'étais quand même partie de 2 pièces, Ouais. et un accessoire que j'avais déjà, qui pouvaient finalement aller ensemble. Mais en les reliant avec quelque chose en fait. En les reliant avec quelque chose, ouais. Et peut-être parce qu'ils avaient déjà quelque chose qui se reliait. Comme c'était vraiment des pièces disparates, il n'y avait pas du tout l'idée de collection, mais qu'il y a, il y a quelque chose qui relie mes pièces malgré tout, parce que c'est quand même moi qui les ai faites. Il y a des choses que je peux regrouper. Mais là, alors l'année dernière, oui, je pense que j'ai passé un mois. Donc il y a une pièce que j'avais déjà. Le moyen, c'était pas très compliqué, la conception, parce que c'est le petit en plus grand.
Et après, c'est surtout sur le grand que j'ai passé du temps de réflexion et sur un accessoire. Voilà. Donc, oui, peut-être un mois. Un mois. Et puis après la fabrication, 2 mois et demi. Caroline, tu veux ajouter quelque chose sur ce point? On n'a pas entendu, ça a coupé, Christine, en fait. Ah, Caroline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce point? Non, écoute, je trouve que c'est très bien d'avoir le relais de Anne elle-même qui est vraiment voilà, dans l'expérimentation de tout ça. Et ouais, c'est intéressant tout ça. Alors, une question de Caroline. Quelle différence entre collection et série autour d'un thème? Ah oui, alors ça, c'est peut-être que Caroline pose cette question parce que Anne a parlé de sa manière de travailler avant et qui était plus liée à peut-être la série autour d'un thème ou d'un matériau, etc. En fait, la vraie différence, c'est que quand on parle de collection, il y a une structure. Voilà. Il y a vraiment, en fait, on va dire, comme une hiérarchie finalement, un petit peu, sans faire peur à tout le monde, sur les produits proposés, sur la largeur de gamme. Alors que sur une série, on peut aborder ça avec beaucoup moins de structure, finalement. Alors, une question de Marie-Christine. Peut-on aborder le point connaître sa clientèle qui a été indiqué par Anne? Et oui, ça c'est très très important, très très important. C'est même voilà, des choses sur lesquelles on se questionne avant d'utiliser les outils pour concevoir. Parce qu'évidemment, pour pouvoir bien présenter ses créations, pour pouvoir être pertinent même dans ses propositions créatives, eh ben, il faut qu'on ait une vision voilà, de notre clientèle. Donc, et ça, il y a plusieurs outils pour ça, en fait, vraiment à utiliser pour reconnaître sa clientèle. Donc, ça va être des outils de veille, ça va être des outils, on va dire, un peu sociologique, un petit peu aussi. Ça, on l'aborde dans la formation. Et on va apprendre, donc en découvrant un peu ce panel de clientèle différentes, à reconnaître laquelle nous correspond. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide ensuite à mettre en place le processus créatif qui mène à la collection. Voilà. Alors, question de Sandrine. Comment protéger une collection innovante? Ah, alors ça, c'est une très bonne question. Rationnellement, évidemment, tout le monde va vous répondre l'INPI, etc., des protections intellectuelles sur la propriété intellectuelle. Moi, là-dessus, j'ai un discours tout le monde n'y adhère pas, hein, mais je pense que finalement, c'est quelque chose voilà, qui me tient à cœur, moi. C'est-à-dire que je pense avant tout qu'il faut faire confiance à sa créativité et que n'importe quelle protection est un peu illusoire aujourd'hui au vu voilà, de tout ce qu'on peut voir passer sur le marché. Je pense que voilà, même si on veut évidemment protéger à minima, déposer quelque chose, un brevet ou quelque chose à l'INPI, je pense qu'il faut surtout se dire que si cette proposition est copiée d'abord, on peut s'enorgueillir quand même, au lieu d'être juste déçu. Ça veut dire que c'était une bonne idée. Et se dire que si on a déjà eu cette bonne idée, on pourra en avoir d'autres. Voilà ma réponse. Oui, j'ai tendance à dire que la meilleure des protections, c'est d'aller plus vite que les autres. Ben, je suis vraiment profondément d'accord avec toi, Christine. Alors, je crois qu'on a épuisé les questions. Moi, j'en avais une, Caroline. Je me souviens d'une remarque et je me disais que ça pourrait être intéressant de la partager là. Je t'ai entendu expliquer ça, en fait, quand on ne travaille pas sous forme de collection et que c'est pas parce que cet aspect structuré les collections est toujours, enfin, je trouve pas si simple que ça à comprendre. Et en fait, je me souviens que tu avais expliqué que qu'une comment
une cliente qui va plutôt être attirée par un type de produit, par exemple, si on reste dans l'univers des sacs, de sacs très structurés, enfin voilà, qui va être attirée par un type de sac, pourrait être en fait perturbée de voir son sac, enfin le sac qui lui plairait, mélangé à d'autres sacs qui n'ont strictement rien à voir. Je me souviens que tu avais expliqué ça. Voilà, est-ce que tu veux bien voilà, l'expliquer à tout le monde parce que j'avais trouvé ça vraiment très intéressant. Et voilà, tu parlais tout à l'heure de l'inconfort du client. J'allais enchaîner là-dessus. C'est en lien direct avec ça. C'est-à-dire que pour que notre client voilà, soit dans un acte d'achat, évidemment, il y a son potentiel d'achat, évidemment, mais c'est loin d'être suffisant. Et dans ce que tu décris là, Christelle, on a vraiment les processus, les mécanismes qui se mettent en place chez le client quand il rencontre des créations. Et en effet, oui, j'expliquais ça, c'est-à-dire que si on ne présente pas une collection avec cette structure, en fait, on peut mettre le client dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'il va s'identifier facilement à un produit, mais si ce produit est associé à quelque chose qui ne dialogue pas, je vais reprendre le mot là, de la personne qui avait posé sa question tout à l'heure, si ce produit ne dialogue pas avec les autres qui sont associés, l'inconfort chez le client est créé et du coup, même si son coup de cœur s'était produit sur on peut parler voilà, des sacs, comme on disait pour Anne, hein, même s'il a eu un coup de cœur pour un produit, l'association, la mauvaise association, entre guillemets, avec les autres, peut le dissuader assez pour qu'il ne passe pas à l'acte d'achat. Et là, en ça, ce qu'a vécu Anne de retour sur ses collections, pour moi, vraiment, elle a absolument maîtrisé ça. C'est-à-dire qu'elle a fait des choix qui étaient forts, singuliers, qui ont pu mettre en valeur à nouveau sa singularité aussi créative. Elle a dû renoncer à des couleurs, à des matériaux, mais du coup, elle a conforté ses clients, sa cliente assez, et celle qui a eu un coup de cœur sur le sac n'a absolument eu aucun autre chemin dissuasif jusqu'à l'achat. Voilà. Oui, elle s'est dit, ah non, c'est vraiment celui-là que je veux, c'est le gros Elle en s'est fait. dit, c'est celui-là. Ils sont tous mignons, ils sont tous Voilà, beaux, et c'est celui-là que je veux. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Tu voulais... Il y a d'autres questions, Christine? Alors, j'ai une dernière question, toujours de Lucie, et toujours pour le bijou coloré. Pensez-vous qu'il faut présenter ces créations par collection ou par couleur, si collections très différentes? Alors, il y a 6 collections très différentes. Hein. Non, ce n'est pas 6, c'est si la collection est très différente. Si la collection est différente, ouais. Les collections sont très différentes. Ouais, si elles sont très différentes, moi, je préconiserais de les présenter, de ne pas les présenter par couleur, mais par collection. Ouais. La collection. Voilà, ouais. Et dans le bijou, c'est un univers qui est quand même bien spécifique aussi parce que là, en termes de profusion créative, on peut aller sur vraiment voilà, de très nombreuses collections présentées en même temps. Et du coup, c'est vrai que là, on a tendance, pour moi en tout cas, la préconisation serait de raisonner vraiment en collection et pas en... Ouais. D'accord. Puis après, en scénographie, pardon, Christine, du coup, Christelle, non, vas-y. J'ai coupé. Après, il y a aussi l'idée de scénographie, évidemment, hein, et pour l'univers du bijou, voilà. C'est-à-dire que même si on a des collections très différentes et que certaines couleurs se retrouvent, l'idée, ce sera aussi de différencier l'univers, enfin, en tout cas, les fonds, les choses associées à la présentation de la collection, si elles sont très différentes, et ce, même si elles reprennent des couleurs communes. Et Brigitte pose également la question similaire en parlant de la céramique qui a des couleurs fortes. Est-ce que ce serait la même réponse?
Alors, elle dit par contre, elle a plusieurs collections avec des couleurs fortes, c'est ça? Oui, Mais c'est toujours l'idée d'avoir plusieurs collections? oui, enfin je pense, oui. Ouais. Alors dans ce cas, je persiste et signe sur ma préconisation. Euh, alors ensuite, Myriam, comment décliner cet aspect collection lorsqu'on propose du sur-mesure? Couleurs différentes possibles, formats différents, avoir une offre claire et fermée au lieu d'une offre où tout est ouvert et le client se perd. Eh ben, elle répond presque à la question elle-même. Je Parce pense. qu'en fait, voilà, elle parle du client qui se perd. À partir de là, en fait, cette notion d'ouverture sur le sur-mesure n'a plus de sens. En fait, le sur-mesure que je saluais chez Anne, l'ouverture qu'elle avait voilà, vis-à-vis des clients qui demandaient des choses supplémentaires, évidemment, il ne faut pas la perdre soi-même hein, dans la relation client, elle est très importante. Ceci dit, voilà, si on a trop, il y a trop en fait de place à ça, on va se retrouver voilà, avec d'abord notre propre singularité qui va s'effacer, le client sera perdu et on ne crée plus le confort nécessaire pour l'acte d'achat. Voilà. Et Isabelle renchérit en disant combien de collections peut-on présenter en même temps en céramique, hein? Alors pour moi, ça c'est pareil, il y a eu une question qui ressemblait vraiment à ça tout à l'heure. À partir du moment où on présente en collection, on peut présenter autant de collections qu'on souhaite. Pour Après, moi, il n'y a pas c'est un de... problème de place sur le stand et Oui, de. voilà, voilà. Après, Ouais. ça devient très rationnel quand vous avez simplement 9 ou 12 mètres carrés sur un salon. Bon, après, il y a peut-être des choix à faire si vous avez beaucoup de choses, mais dans l'idée, à partir du moment où vos produits sont présentés en collection, pour moi, il n'y a pas de limite de collection. Et puis une question de Marie qui va nous faire revenir au départ de ta présentation. Il y a quand même une place pour la pièce unique. Un client peut être gêné de voir la pièce sur laquelle il a flashé être déclinée. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça et c'est aussi là, ça parle, voilà, en effet, de la rupture qu'il ne faut pas qu'il y ait entre cette démarche de penser en collection et la création unique et la beauté de la création unique. Pour moi, les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'un client qui sera charmé par une pièce unique sera aussi celui qui a pu découvrir votre travail en étant confortable. Donc, pourquoi pas imaginer que sur un même stand, une même présentation de création, on ait une partie où vous présentez certains produits en collection pour, à un autre endroit, mettre en valeur une pièce unique, deux pièces uniques. Ça, c'est pour moi, non, il faut. Évidemment, il ne faut pas. Et si je peux me permettre d'ajouter, connaissant le travail de Marik, on peut être dans la pièce unique, mais la collection, c'est une déclinaison de son univers. Donc, en Oui, fait, on peut avoir que des pièces uniques, mais qui se répondent dans une histoire d'univers. Et oui, on est dans un principe de collection, même si on n'est pas dans une largeur, profondeur de gamme classique. oui, tout à fait. Sur Tout la à fait. sculpture. C'est ça, ouais, ouais, je suis d'accord. Alors, question de Guylaine, quand on s'adresse au prescripteur, le problème est-il différent? Alors, ce Guylaine appelle les prescripteurs, ça va être les architectes d'intérieur, Généralement, voilà, les architecte décorateurs. d'intérieur, décorateur. Ouais. Ben, alors, oui, puisque eux vont peut-être sans doute davantage gérer ce que disait Maric, l'idée de pièce unique. Donc là, on sera moins dans une démarche évidemment de collection pure et dure pour les démarcher. Ça, c'est clair. Après, ce qui sera de toute façon intéressant pour les prescripteurs, puisque moi j'en suis un quand même, sur la partie en tout cas, c'est que à la présentation voilà, des créations, on ait un univers qui soit lisible pour le client à qui on va essayer de vendre les créations. Donc, dans ce cadre-là,
le principe de collection, je reprends ton terme, Christine, qui est très intéressant, mais le principe, voilà, le principe de collection va être déterminant de toute façon. Voilà. Et puis Brigitte, qui donc tout à l'heure posait la question de la céramique avec les couleurs fortes, où tu disais qu'effectivement on présentait par collection, et elle demandait alors sur quel espace minimum présenter sa collection si on est limité pour présenter plusieurs collections. En fait, quel est l'espace en termes de présentation sur un salon? Qu'est-ce qu'il Alors, faudrait? Après, ça ça, dépend du nombre de c'est pièces. pas… Voilà. Allez, on va essayer de rationaliser pour Brigitte, mais le souci, c'est que je n'ai pas non plus la taille de ces pièces, etc. hein, mais on va faire, voilà, sur un stand, on va dire, de 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, hein, en céramique. Pour moi, on peut imaginer une scénographie avec 5 collections et 2 ou 3 pièces uniques. Voilà. Pour moi, ce serait un chiffre, gros on stand. va dire. Voilà. Mais c'est Mais très difficile à dire. Je m'aventure un peu, hein, parce que je ne connais pas le nombre de pièces voilà, auxquelles Brigitte se limiter la taille. réfère. Ouais. Mais, et puis après, ben, évidemment, il y a les problématiques de mise en valeur des collections. Il y a l'idée de la structurer, la collection. Puis là, il y a la mise en valeur des collections. Je vois qu'on a déjà notre prochain sujet de webinaire sur la scénographie. Et Isabelle demande, est-ce qu'on peut mélanger art de la table, décoration et pièces uniques? C'est en céramique. Ça, c'est de la scénographie. C'est pareil, ça, c'est en scénographie. Oui. Mais en fait, oui, on peut le faire. Voilà. C'est simplement qu'il va falloir le faire en conscience. Comme disait Anne aussi tout à l'heure, elle a parlé de ce mot. C'est l'idée de le faire en conscience. On ne va pas juste mettre les uns à côté des autres, voilà, ces produits-là. On va réfléchir à la manière de les faire dialoguer. Voilà. Mais oui, tout est possible. Et Anne demande, est-ce qu'une collection 100% pièces uniques est possible? Alors, non, ça, je suis obligée de dire non. Alors après, attention ce qu'on met derrière pièces uniques aussi, parce que de toute façon, nous, les artisans d'art, on ne fait que des pièces uniques. On a beau dire qu'on travaille en série, voilà, chaque pièce est réalisée à la main, on n'a pas de machine, hein, donc voilà. Après, on ne peut pas faire de collection avec que des pièces uniques, ça c'est vrai. Ok. Très bien. Merci Caroline. Est-ce que tu veux juste donc moi j'ai rappelé donc les dates donc de cette formation, la structurer ses collections. J'ai oublié de mettre la référence, je crois que c'est CR 310. CR 310, voilà, que vous retrouverez donc sur le C'est site la internet. référence. Et de toute façon, on va mettre le webinaire, il sera donc sur notre site internet et il y aura les liens pour pouvoir aller regarder le contenu du programme. Mais juste, Caroline, est-ce que tu peux en 2 mots nous expliquer, parce que donc c'est une formation qui est sur 4 jours et 4 jours ramassés sur une semaine, mais il y a un vrai objectif, voilà. Donc il y a une vraie raison. C'est pas juste parce qu'on a trouvé des dates disponibles entre le 17 et le 21 mai. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu voilà, le déroulé, enfin, comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe le 20 en l'occurrence? Oui. Ben, l'idée de cette formation, d'abord, c'est de vraiment, alors évidemment, de balayer les outils qui vont nous servir, de partir du début, comme on l'évoquait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire reconnaître son client, ensuite un peu analyser notre processus créatif, où on en est aujourd'hui et comment on va le faire évoluer pour intégrer les outils. Donc ça, voilà. Mais oui, c'est sur toute une semaine parce que c'est vraiment, on va se mettre au travail pour chacun. C'est vraiment l'idée de cette formation. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 5 jours, hein, parce que là, donc je vais reparler du 20, l'idéal serait que les participants, en fait, aient vraiment eu le temps de réfléchir à quelque chose pour eux. On ne va pas passer 4 jours avec des apports théoriques. On va beaucoup discuter, on va essayer de se mettre aussi en atelier de réflexion
sur les projets de chacun pour qu'à la fin de cette formation, on ait quand même du concret pour chacun. Voilà. Donc, le 17-18, on va balayer des outils. On va déjà commencer à faire quelques petits exercices ateliers. Le 19, encore un peu plus d'exercices et de participation interactive. Le 20, donc qui n'est pas ici, c'est un moment qu'on souhaiterait que vous dédiez à du travail chez vous, avec tous les outils qu'on aura évoqués, toutes les pistes de travail qu'on se sera données, pour le 21, pouvoir faire une restitution au groupe, voilà, et rediscuter évidemment de tout ça. Et que tu puisses faire des retours en fait sur… Exactement, voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment une formation avec… donc, même si dans toutes les formations qu'on fait, souvent, on donne un petit peu de boulot quand même aussi quand il y a plusieurs jours. Et, voilà, mais là, si on veut vraiment en profiter pleinement, c'est de vraiment consacrer, pendant qu'on est la tête dedans, en fait, de consacrer la journée du vin, non pas pour faire autre chose, mais vraiment travailler en fait sur tout ce qui a été évoqué, mettre à plat tout ce qui peut avoir empêché de dormir en début de semaine. Parce que Anne, je ne sais pas si c'était aussi fort que ça, si ça t'avait empêché de dormir, mais je me demande quand même si c'était pas, c'était pas loin peut-être. J'ai pas souvenir que ça m'avait empêché de dormir, mais sur le moment, ça me brassait pas mal. Oui. C'était une super formation. On n'était que deux, mais moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et même Caroline, ta disponibilité et l'écoute que tu as et le respect de chaque personne et de où on en est. Bah, je te remercie beaucoup, Anne, ça me tient à cœur. Et il est vrai que voilà, quand j'aborde la liste des participants, je regarde vraiment voilà, ce que chacun fait pour pouvoir m'impliquer comme je le souhaite. Et c'est une formation qu'on a restructurée, puisqu'elle avait, quand Anne l'a faite, elle n'avait que 2 jours en fait. Oui, et donc on l'a, suite au retour en fait des stagiaires, et on a réadapté cette formation pour la décliner en 4 jours pour qu'elle soit plus complète. Voilà, pour… On peut passer le bonjour à Sylvie d'ailleurs, pardon Christelle. Je ne sais pas si elle est là. J'ai cru l'avoir passée. Donc, D'accord. Voilà. Ok, bon, mais merci beaucoup. Merci à tous d'être connectés et puis d'avoir suivi le webinaire. Et on vous donne rendez-vous dans un mois donc pour un prochain webinaire à MEAD. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.